C'était l'une des attaques les plus dévastatrices contre Kiev jusqu'à présent. À la fin, au moins 24 personnes étaient mortes, et au moins 48 autres étaient blessées. Poutine avait de nouveau ciblé des civils. Cette fois, Zelensky a lancé un appel à l'armée ukrainienne. Préparer une riposte. Ils se sont effectivement préparés. Et la Russie en a ressenti la douleur. L'Ukraine a fait brûler la Russie comme jamais auparavant. Une offensive massive de drones ayant frappé de multiples cibles à travers la Russie. L'attaque contre Kiev a été brutale. Dans la nuit du 14 mai, des explosions ont secoué la ville, alors que la Russie a lancé une horde de dizaines de missiles et de centaines de drones, ciblant la capitale ukrainienne. Un grand immeuble résidentiel a été détruit pendant le Blitz. Parmi les morts figuraient 3 enfants, la plus jeune étant une fille de 12 ans. À la fin de la frappe russe, l'armée ukrainienne avait compté 675 drones et 56 missiles. L'Ukraine a réussi à en abattre la plupart. 652 des drones russes ont été détruits par la défense aérienne ukrainienne, ainsi que 12 missiles Iskander et S-400 et 29 autres missiles de croisière Kh-101. Mais cela n'a pas suffi. Certains missiles et drones russes ont réussi à passer, frappant 11 immeubles résidentiels à Kiev et 50 autres dans l'ensemble de l'Ukraine. L'Ukraine, fidèle à elle-même, a réagi avec détermination et s'est préparée à déclencher une riposte bien plus dévastatrice. L'opération de sauvetage a été rapide et a fait tout ce qu'elle a pu. À 9h00 locale, le 15 mai, l'Ukraine avait terminé son opération de recherche et de sauvetage dans un immeuble résidentiel sur les rives du fleuve Dnipr, où ils ont cherché des survivants sous les décombres. Pendant que la tragédie se jouait à Kiev, des plans étaient élaborés ailleurs. Le ministre des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, a entamé les démarches. Il a demandé une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies pour utiliser d'autres plateformes internationales face aux meurtres de civils ukrainiens et aux attaques contre le personnel humanitaire par la Russie. C'est une étape importante sur le plan diplomatique, certes, mais Poutine a prouvé à maintes reprises qu'il se moque de ce que pensent les Nations Unies. Il a assumé son rôle de criminel de guerre. Peu importe ce que disent les Nations Unies, il restera dans ce rôle. Tandis que Sabir sollicitait l'attention internationale, le président ukrainien Volodymyr Zelensky réclamait une réponse bien plus directe de l'Ukraine et de ses partenaires. Du côté des partenaires, Zelensky a souligné qu'au moins un des missiles Kh-101 qui a frappé un immeuble résidentiel à Kiev avait été fabriqué au cours du 2e trimestre de 2026. C'est la façon pour Zelensky de souligner que les sanctions ne suffisent pas à empêcher la Russie de se procurer les composants dont elle a besoin pour ses missiles. Un rappel opportun a été adressé aux partenaires de l'Ukraine. Il faut en faire davantage. Quand les sanctions classiques échouent, l'Ukraine peut recourir à ces sanctions cinétiques. Zelensky a donné l'instruction. L'armée ukrainienne doit se préparer, envisager les modalités possibles de notre riposte à l'attaque aérienne russe, meurtrière. Cette préparation n'a pas pris longtemps. D'énormes boules de feu fonçaient vers la Russie. Le 15 mai, la nouvelle est tombée. L'Ukraine avait tiré une salve de drones longues portée contre la Russie. Mais l'Ukraine n'a pas suivi la même voilage que Poutine. Tandis que le dirigeant russe terrorise les civils, l'Ukraine s'emploie à faire brûler les infrastructures pétrolières et militaires. Le 15 mai, l'oblast russe de Ryazan était la cible, et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Ryazan n'est pas la cible la plus éloignée que l'Ukraine aurait pu frapper. Elle se trouve à environ 450 km de la frontière nord-est de l'Ukraine avec la Russie, qui longe l'oblast de Soumy. Elle est aussi à 180 km au sud-est de Moscou, ce qui en fait une cible idéale pour une frappe de représailles. Assez loin pour prouver à Poutine que l'arsenal à longue portée de l'Ukraine est suffisamment puissant pour frapper n'importe quelle cible, et assez proche de Moscou pour faire passer le message à Poutine qu'il ferait mieux de rester caché dans ses bunkers, comme il l'a fait pendant la majeure partie de 2026. L'Ukraine avait la région idéale à frapper, il lui manquait juste une cible. Et il se trouve que Ryazan accueille justement quelque chose que l'Ukraine était plus qu'heureuse d'arracher à Poutine. La raffinerie de Ryazan compte parmi les plus grandes de Russie. Lorsqu'elle fonctionne à plein régime, la raffinerie traite plus de 17,1 millions de tonnes de pétrole par an, transformant le pétrole brut en produits raffinés comme l'essence et le diesel, que l'armée russe peut utiliser en Ukraine, et que les compagnies pétrolières russes vendent à des pays prêts à ignorer les sanctions pour acheter à bas prix. Détruire la raffinerie, c'est venger le massacre de civils par Poutine, tout en assurant que l'Ukraine reste fidèle à sa stratégie d'entraver la machine de guerre russe. C'est donc ce que l'Ukraine a fait. Après une attaque aérienne dévastatrice menée par l'Ukraine, la raffinerie de pétrole de Ryazan brûle désormais. Les reportages sur Telegram ont montré les résultats de l'assaut ukrainien.
Exil on Overplus, qui a été l'une des sources indépendantes les plus fiables pour montrer ce qui se passe réellement lorsque l'Ukraine attaque la Russie pendant une grande partie de la guerre, a mis en avant les dégâts causés par l'Ukraine dans une publication sur Telegram, le 15 mai. 3 photos prouvent que les drones ukrainiens ont touché leur cible, montrant à chaque fois la même scène. Un incendie dévastateur quelque part dans la raffinerie de pétrole de Ryazan envoie un énorme panache de fumée noire dans le ciel. Les cieux déjà assombris de Ryazan ressemblent à un paysage d'enfer alors que les flammes scintillent au loin et que la nappe de smog s'étend. Avec le temps, les témoignages des civils ont révélé l'ampleur de la vengeance de l'Ukraine. L'Ukraine indique aujourd'hui que les habitants de Ryazan ont commencé à signaler des explosions à la raffinerie vers 2 h du matin, heure locale. À la fin de la frappe ukrainienne, on avait entendu plusieurs dizaines de fortes explosions dans différents quartiers de la ville. La Russie affirmera plus tard que l'Ukraine avait attaqué davantage qu'une raffinerie, cherchant à présenter la riposte ukrainienne comme aussi terroriste que ses propres actions à Kiev. La Russie mentait. Nous vous montrerons bientôt comment nous le savons. Le média indique que des explosions étaient toujours entendues à la raffinerie de pétrole de Ryazan à 5 h du matin, 3 heures après les premières explosions signalées. L'Ukraine envoyait peut-être encore des drones dans l'oblast à ce moment, ou bien les drones avaient causé des incendies si graves lors de la première frappe que des explosions secondaires sont devenues inévitables en se propageant. Dans une vidéo diffusée par Supernova Plus sur Telegram, on voit brièvement un drone ukrainien envoyé à Ryazan. Le bourdonnement se fait entendre au sol tandis que le drone s'approche de sa cible. Les défenses aériennes russes tirent plusieurs salves, mais aucun projectile ne s'en approche. Ce drone était l'un des nombreux envoyés par l'Ukraine à Ryazan lors de sa frappe de représailles. Certains des drones ont clairement atteint leur cible, après la riposte de l'Ukraine à la suite des nombreux morts et blessés civils à Kiev causés par la Russie. La réaction russe a été, disons, typique. Les débris de drones les plus précis du monde ont encore frappé. Le gouverneur de Ryazan, Pavlo Malkova, a indiqué que des débris de drones avaient touché une entreprise non identifiée dans la région. Nous n'avons pas besoin que Malkova précise l'entreprise concernée. Nous la voyons engloutie dans une boule de feu qui illumine le ciel. On ignore ce qu'elle met dans ces débris de drones, mais c'est aussi puissant qu'eux. Malkova a aussi fait une autre déclaration après l'attaque ukrainienne. Cette affirmation change tout. Si elle est vraie, elle montrerait que la situation a dégénéré au point que l'Ukraine utilise la stratégie de la Russie contre elle. Mais avant d'entrer dans les détails, ceci est un petit rappel. Vous regardez The Military Show. Si cette chaîne vous informe, abonnez-vous pour suivre nos analyses sur les frappes de l'Ukraine contre la Russie. Quelle a été la grande déclaration de Malkova ? Elle a maintenu l'excuse des débris de drones, affirmant que 3 civils russes ont été tués et 12 blessés lors de la frappe ukrainienne. Les débris ont touché des immeubles résidentiels, a précisé Malkova, suggérant que la raffinerie de Ryazan n'était pas la seule cible de l'Ukraine dans la nuit du 15 mai. Il existe même des vidéos pour le prouver. Supernova Plus a partagé des vidéos montrant un immeuble en flammes, la Russie accusant des drones ukrainiens ou leurs débris d'en être responsables. La Russie veut faire croire que l'Ukraine cible des civils, comme elle l'a fait à Kiev. C'est de la propagande, encore une manœuvre de Poutine. Il dit tout pour satisfaire son chef. Pour certains, cela marchera. Poutine veut faire croire que ses attaques contre les civils ukrainiens sont justifiées car l'Ukraine ferait pareil. Poutine et ses marionnettes mentent. Nous avons les preuves. On ne peut nier ce que montrent les images des immeubles russes. Il y a effectivement des incendies, ainsi que d'énormes trous dans les façades de ces immeubles, qui pourraient être le résultat de drones ou de débris de drones ayant frappé directement. Une vidéo contredit tout ce que Malkova veut vous faire croire. Cette vidéo montre clairement dès les premières secondes la véritable cause des dégâts aux immeubles résidentiels russes. Aucun drone n'était impliqué. Une défense anti-aérienne Pantsir russe a tiré, provoquant une explosion qui a déclenché les alarmes de voiture et laissé un grand trou dans le bâtiment visé. Cette séquence soulève de nombreuses questions. Le Pantsir est-il tellement imprécis qu'il a confondu tout un immeuble avec un drone ? A-t-il tiré délibérément sur un immeuble afin que la Russie puisse créer un récit de drones ukrainiens frappant des civils russes ? Nous n'aurons peut-être jamais ces réponses, mais il est clair que la Russie se frappe elle-même et frappe sa propre population. Les défenses aériennes russes semblent plus dangereuses pour leur population que les drones ukrainiens ayant frappé la raffinerie de Ryazan. Pour revenir à cette raffinerie, ce que l'Ukraine vient de montrer à la Russie, c'est qu'elle peut faire mal sans recourir aux tactiques terroristes qui ont été la marque de fabrique de toute l'invasion de l'Ukraine par Poutine.
Ryazan brûle car l'Ukraine a développé des capacités que la Russie n'avait jamais prévues. C'est selon Hanna Knott, qui est directrice du programme de non-prolifération en Eurasie, au centre James Martin pour les études sur la non-prolifération. Knott affirme au Kyiv Indépendante que l'Ukraine peut désormais infliger des pertes à la Russie comme jamais auparavant. Il avertit ensuite que cette capacité ne disparaîtra pas, ce que Poutine refuse d'entendre. Mais attendez un instant, vous vous dites peut-être, je suis sûr d'avoir déjà entendu parler de l'Ukraine attaquant la gigantesque raffinerie de pétrole de Ryazan. En quoi est-ce quelque chose de nouveau ? Vous avez raison. L'Ukraine a frappé la raffinerie de Ryazan à plusieurs reprises par le passé, la plus récente étant en décembre 2025. Cette frappe de décembre représentait même la 9e attaque réussie contre cette même raffinerie rien qu'en 2025, et elle faisait suite à une attaque qui avait complètement paralysé la raffinerie de Ryazan en novembre précédent. Pourquoi considère-t-on la situation actuelle comme une douleur inédite pour la Russie, alors que les drones ukrainiens frappent Ryazan depuis plus d'1 an ? Il y a 2 réponses. La puissance et le volume. L'attaque contre la raffinerie de Ryazan montre que la stratégie aérienne ukrainienne a évolué, permettant d'envoyer en Russie des essaims de drones bien plus nombreux qu'avant. Autrefois, l'attaque évoquée dans cette vidéo aurait été isolée, mais aujourd'hui, elle fait la une dans une attaque de représailles qui a visé plusieurs régions russes, ainsi qu'une partie du territoire occupé en Ukraine. Alors que la raffinerie de Ryazan brûlait, l'arsenal à longue portée ukrainien visait aussi Moscou, poussant le gouverneur Sergueï Sobyanin à déclarer que les défenses aériennes de Moscou avaient abattu 5 drones ukrainiens. Ailleurs en Russie et dans les territoires occupés, les défenses aériennes russes ont été moins efficaces. Dans la ville russe de Yatsk, les drones longue portée ukrainiens ont détruit un avion Beria B-200 Altair, ainsi qu'un hélicoptère Ka-27. Le premier appareil est intéressant, car la Russie utilise ses Beria B-200 pour lutter contre les incendies. L'Ukraine prépare peut-être une nouvelle frappe pour provoquer un incendie à Yaisk et limiter les moyens de lutte russes. S'y ajoutent des attaques dans les régions occupées d'Ukraine. À Louhansk, l'Ukraine a détruit un système de défense aérienne Toram 2. En Crimée, un Panzer Pantsir S-1 a aussi été neutralisé. Cela évitera à la Russie de frapper davantage ses propres bâtiments avec sa défense aérienne. Cela implique aussi la création de nouveaux couloirs aériens sûrs au-dessus des régions occupées, aidant l'Ukraine à lancer plus d'assauts aériens à l'avenir. Tout cela était une réponse justifiée à ce que la Russie avait fait à Kiev, déclarera plus tard Zelensky, alors qu'il révélait également que l'Ukraine avait détruit un système de communication, Redub 2 US, et un cargo de marchandises sèches qui transportait des munitions pour les forces russes. Les drones ukrainiens ont pénétré jusqu'à 1000 km, à l'intérieur de la Russie le 15 mai, et ils ont frappé plusieurs cibles. Voilà le problème pour Poutine. Ryazan n'était qu'un exemple parmi d'autres, montrant que l'Ukraine peut désormais lancer des essaims de drones à grande échelle, équivalents ou supérieurs à ceux que la Russie utilise en Ukraine. Ce dernier cas s'est effectivement produit en mars. L'Ukraine a surpassé la Russie de plus de 800 drones en mars, envoyant en moyenne 237 drones en Russie et dans les territoires occupés au cours de cette période. Le volume pose problème à Poutine, mais le vrai souci pour lui et Ryazan est que les drones ukrainiens sont de plus en plus nombreux et puissants. C'est ce qui distingue vraiment la frappe du 15 mai sur Ryazan des précédentes, comme en témoigne l'ampleur de l'incendie causé par l'Ukraine. L'Ukraine produit désormais environ 200 drones longue portée par jour, selon United 24 Media. Ils diffèrent des anciens drones ukrainiens, capables de longue distance mais avec de petites ogives, jusqu'aux modèles hybrides comme le drone Flamingo, entre drone et missile. Le Flamingo possède une ogive pesant jusqu'à 1100 kg, ce qui représente une puissance de feu incroyable que l'Ukraine ne pouvait tout simplement pas acheminer en Russie auparavant. Il est accompagné de drones peut-être moins puissants, mais qui restent redoutables, comme le FP1 capable de parcourir plus de 1000 km, pour livrer une ogive de 105 kg ainsi que le FP2. La portée de ce drone, qui est de 200 km, le rend parfait pour s'attaquer aux territoires occupés, et il transporte 158 kg d'explosifs. Combinez puissance et volume, et c'est la dévastation. La Russie l'a appris à ses dépens à Ryazan le 15 mai. Et à mesure que l'Ukraine renforce sa production et les capacités de ses drones, cela ne fera qu'empirer pour la Russie. Le 11 mai, 4 jours avant l'attaque de la raffinerie de Ryazan, l'Ukraine a annoncé un partenariat avec l'Allemagne pour produire ensemble des drones longue portée. Ceci est l'un des nombreux partenariats sur les drones que l'Ukraine a créés récemment, visant à développer des drones capables de parcourir 1500 km. Bien d'autres choses surviennent, Poutine. Bientôt, Ryazan ne sera pas la seule à brûler.
Pour l'avenir de la guerre, 2 points clés. La frappe de représailles ukrainiennes souligne la différence entre les stratégies russes et ukrainiennes pour les attaques à longue portée. La Russie cible les civils. Elle frappe aussi les infrastructures. Mais l'objectif principal de Poutine avec ses frappes en profondeur est de terroriser au maximum ceux hors du front. Les 24 morts et 48 blessés à Kiev rejoignent un terrible groupe de 15 578 civils ukrainiens tués et 43 352 blessés au 31 mars, selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ces données ne concernent que les décès de civils vérifiés. Les chiffres réels pourraient être bien plus élevés, selon le bureau. En revanche, l'Ukraine cible le pétrole russe et le cœur industriel de la Russie. Il y a des victimes civiles, mais elles ne sont pas intentionnelles, et comme on l'a vu le 15 mai, elles sont parfois causées par des armes russes, qui dévinent de leur trajectoire. La priorité de l'Ukraine demeure d'affaiblir la machine de guerre de Poutine, estimant que ces frappes suffisent à adresser un message aux civils russes sans les viser directement. L'Ukraine agit intelligemment, sachant que la propagande de Poutine tentera de la présenter comme terroriste si elle cible des civils. La Russie tente justement cela, comme l'a montré la réaction du gouverneur de Ryazan, mais l'Ukraine garde la supériorité morale et inflige des dégâts à la Russie. À propos de ces dégâts, voici la deuxième leçon. L'Ukraine maintient la pression sur le pétrole russe. L'attaque contre la raffinerie de Ryazan fait suite à plusieurs autres visant le pétrole et le gaz russe récemment. Le 13 mai, l'état-major général des forces armées ukrainiennes a confirmé que des drones avaient frappé directement la raffinerie de pétrole de Yaroslavl, à Yaroslavl, détruisant au passage une unité AVT de traitement primaire du pétrole. Une autre frappe contre l'usine de traitement de gaz d'Astrakhan, à Astrakhan, avait provoqué un incendie. En Kraï de Krasnodar, l'Ukraine a aussi attaqué un port à Taman pour probablement empêcher la Russie d'exporter ses produits pétroliers. Ce type de frappe réduit la capacité de la Russie à vendre son pétrole, limitant ainsi la capacité du Kremlin à taxer les revenus pétroliers pour financer la machine de guerre de Poutine. Le 13 mai, Reuters a rapporté que la production de pétrole brut russe avait diminué de 460 000 barils par jour en avril par rapport au même mois en 2025. New Voice of Ukraine indique que la production pétrolière russe a atteint son plus bas niveau depuis 2009. Preuve de l'extrême efficacité des sanctions cinétiques ukrainiennes. Et le 15 mai, United 24 Medi a rapporté que les expéditions de pétrole de la Russie depuis ses ports de la mer Baltique, que l'Ukraine a ciblées par des frappes répétées depuis plusieurs mois, ont diminué de 31%. Paralyser le secteur pétrolier, et la machine de guerre russe s'effondre. Alors que Ryazan brûle encore, Poutine sait que ses attaques terroristes contre l'Ukraine auront toujours une réponse. La frappe de Ryazan par l'Ukraine était une vengeance mêlée à la poursuite d'une stratégie qu'elle emploie depuis longtemps. Avec des drones ukrainiens toujours plus puissants et nombreux, les incendies à Ryazan, bien que spectaculaires, pourraient paraître insignifiants comparés à ce qui pourrait suivre. Cela dit, l'Ukraine doit désormais aussi se préparer à l'éventualité qu'une autre machine de guerre se mette potentiellement en marche. La Biélorussie et son dictateur fou Alexandre Loukachenko prennent des mesures insensées qui pourraient indiquer qu'une nouvelle menace se profile à l'horizon pour l'Ukraine. L'Ukraine sera-t-elle prête pour cela? Découvrez la réponse à cette question et apprenez ce que Loukachenko essaie de faire en regardant notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour suivre notre couverture des frappes ukrainiennes contre la Russie. Merci de nous avoir regardés.